Merci aux organisateurs et aux organisatrices de cette journée. Alors, je mettrai comme sous-texte, à ce titre, finalement, la construction d'une critique pluraliste de l'accouchement biomédical. Et ce que je vais vous proposer pendant ce temps de communication, c'est d'échanger autour de la critique socio-historique qu'ont pu faire les différents professionnels de santé qui se sont décalés de la biomédicalisation, mais aussi les féministes, les mouvements féministes et la société civile. Et replacer ces différentes critiques pluralistes depuis ces 40 dernières années dans le mouvement associatif qu'on connaît depuis les années 2000. Alors, je vais commencer par une citation de Paula Chaumette, qui date de 2005. Elle nous dit ceci: « Les femmes cherchent bien autre chose. Elles résistent à l'emprise du savoir médical comme seul savoir du corps, à l'emprise de l'image du corps malade comme seule image du corps. La grossesse et l'accouchement suscitent d'autres désirs radicalement différents de ceux qui peuvent guider un malade vers les ressources de la médecine. Toute femme a la capacité d'accoucher et surmonter la douleur d'un accouchement normal si elle est dans un climat de bien-être physique et émotionnel. » Bon, en ces quelques phrases, Paula Chaumette nous présente les termes du débat qui traverse l'obstétrique française depuis le début des années 70. En substance, un autre modèle de soins au moment de l'accouchement est non seulement possible, mais également demandé par les usagers. Cet accompagnement n'a pas recours aux techniques biomédicales et nécessite une présence soutenue et bienveillante. En filigrane, cette présence n'est pas possible dans les maternités classiques et elle est substituée par un encadrement technique, les PING des Monty Python et le fameux dialogue au moment d'accoucher avec cette femme qui accouche et qui demande au médecin « mais que dois-je faire ?» et le médecin lui répondant « rien madame, vous n'êtes pas qualifiée ». Cette critique très générale, elle est le fait de nombreux auteurs professionnels de santé et militants depuis une cinquantaine d'années. Pour autant, sous cette généralité critique se cache une pluralité de critiques, dont celle particulière de la défense de l'accouchement à domicile, qui, si elle a survécu, est désormais plutôt minoritaire. L'analyse que nous proposerons, c'est précisément ce moment de bascule qui a permis aux associations de parents et aux professionnels qui se décalaient du modèle biomédical de se rendre audibles auprès des décideurs publics. Car avant tout, la question que je poserai, c'est comment faire émerger une critique publique qui puisse être reconnue par tous les acteurs, professionnels de santé compris. La critique par les acteurs militants, elle se noue autour de deux fils, une conception de la nature et une conception de l'égalité, et dans les couples et dans la biomédicalisation. Alors comment se combinent les enjeux entre nature et égalité ? Pour y répondre, je mobiliserai un fil rouge, celui de l'articulation entre la dynamique du système de genre, les questions féministes, et les normes biomédicales qui sont associées à la modélisation ternaire du corps, que je reprends de Marcel Mauss et un peu plus tard de Laurent Stein. L'analyse que je vous propose, elle s'appuie aussi sur un travail de terrain de plusieurs mois dans une association de parents que j'ai fait au début des années 2010, autour d'une vingtaine d'entretiens qui vont permettre de montrer justement ce moment de bascule et cette écoute des pouvoirs publics. Sur la question des regards critiques, les différentes critiques qui sont à l'œuvre, elles nécessitent un regard socio-historique qui va s'étaler sur les 50 dernières années. Pour la modélisation ternaire du corps, sur laquelle je vais m'appuyer, je prends le niveau biologique, le niveau social et un niveau sacré, cosmique, qui sont adossés à des institutions qui leur correspondent. Le niveau biologique, c'est l'institution médicale, le niveau social, c'est l'État, et le niveau sacré, cosmique, ce sont les églises, la spiritualité. Ce qui va se jouer dans chaque type de critique, c'est un réaménagement des rapports entre les dimensions du corps et les institutions qui vont s'y rattacher. Les critiques publiques autour des régulations techniques et organisationnelles de la grossesse et de l'accouchement, elles vont se subdiviser en trois grands champs. D'abord, les critiques qui viennent des professionnels, qui se décalent complètement de leur cadre biomédical initial. Celles des universitaires en sciences sociales, qui vont insister sur la pluralité des manières d'accoucher. Et enfin, une critique qui vient des militantes féministes et plus largement de la société civile. Pour les professionnels de santé, les prises de parole publiques du pédiatre Alexandre Minkowski dès les années 1969 ont eu une importance considérable dans la mise en place d'une politique non finalement de périnatalité, mais de prévention des handicaps de l'enfant à la naissance. 5 ans plus tard, c'est un obstétricien, Frédéric Leboyer, qui va ouvrir un débat public sur l'accueil du nouveau-né. Le postulat de départ, il nous est donné dans la première partie de son ouvrage. Je cite, « La naissance est souffrance, et non point seulement l'accouchement. Venir au monde est douloureux, autant que l'était de donner la vie. Et le Bouddha parlait, non de la mère, mais de l'enfant. Autant que l'était de donner la vie, ce qui fait l'horreur de naître. » Et pour Frédéric Leboyer, il est acquis que la préparation psychoprophylactique obstétricale permet aux femmes de ne plus souffrir. Il est désormais temps
de s'intéresser à l'objet des efforts, l'enfant qui va devenir une personne. Le premier tiers de son livre est consacré à ce constat. Il est illustré de nombreuses photos avec des nouveau-nés en salle de naissance qui hurlent. Le commentaire de Frédéric Le Boyer est le suivant. Le médecin est content de lui. Il a réussi l'accouchement. La mère sourit. Elle a réussi son accouchement sans douleur. Le père est content de lui. Il a une descendance. Et l'auteur de questionner quant à l'enfant. Pour Le Boyer, dans l'accueil, tout est violence. La lumière éblouit. La première respiration est une brûlure. Couper le cordon ombilical est un acte de grande cruauté. La question du toucher du nouveau-né est également primordiale. Il le développe beaucoup dans la seconde partie de son texte. Mais le regard qu'il porte sur les femmes qui viennent d'accoucher va trancher avec la sollicitude décrite vis-à-vis de l'enfant. Je cite, « Quelles mains doivent tenir l'enfant, celles de la mère évidemment, à condition que ses mains sachent. » Tout ce qui vient d'être dit, et qui ne s'apprend pas, mais si souvent s'oublie. Combien de mères tapotent leur enfant ou le secouent croyant le bercer ou le caressent? Combien de femmes ont des mains raides, mortes et sans intelligence? Le basculement sera sans précédent, malgré les résistances des professionnels au sein des établissements. Reste ce qui fut les salles de travail sont devenues des salles d'accouchement et aujourd'hui des salles de naissance. Le grand retournement d'un intérêt social porté de la mère vers l'enfant, pour nous, va commencer avec Frédéric Le Boyer. Le problème de la douleur de l'accouchement est réglé. Désormais, il faut apprendre à accueillir les nouveau-nés. Une fois de plus, on retrouve cette contradiction nature-culture. Les femmes devraient se départir de leur représentation culturelle pour retrouver une nature qui, elle, ne s'apprend pas. De l'accouchement sans douleur à la naissance sans violence, la théorisation de l'accompagnement relationnel des femmes enceintes est le fait des hommes de l'art. Fernand Lamaze et la préparation psychoprophylactique obstétricale. Frédéric Le Boyer, on en a parlé, et maintenant, il faut réussir à faire cette jonction. Ce sera l'entreprise critique radicale de Michel Audin. Michel Audin est accoucheur, chef de service de la maternité de Pithiviers dans les années 70. L'avant-propos de son ouvrage Bien-être est clair. Cet ouvrage, c'est une réflexion critique de la médicalisation des accouchements à partir de la sensibilité de Frédéric Le Boyer et de la critique marxiste d'Ivan Illich. Michel Audin va aller chercher une bibliographie scientifique qui appuie les intuitions de Frédéric Le Boyer et montre comment, en pratique, l'équipe de la maternité de Pithiviers a su mettre en œuvre un climat bienveillant pour les femmes et pour leurs nouveau-nés. Indicateur de morbidité et de mortalité infantile à la clé, Michel Audin montre que cette approche est compatible avec les objectifs nationaux de réduction de la morbidité et de la mortalité. Pour autant, cet ouvrage comprend deux contradictions essentielles. La première concerne les rapports sociaux de sexe et la seconde, le rapport à la nature. Concernant les questions féministes, Michel Audin nous dit ceci. Certes, la profession de sage-femme existe en Europe occidentale, mais en règle générale, les sages-femmes ne peuvent que respecter les consignes imposées par les chefs de service. Certaines ont pris récemment conscience de ce rapport de dominant et dominé. Celles-là se savent prisonnières à la fois du pouvoir médical et du pouvoir phallocratique. Paradoxalement, l'auteur renvoie les sages-femmes à une nature féminine, de type biologique, quand il s'agit du recrutement pour sa maternité. Il nous dit ceci, la naissance sans violence a été à l'origine d'une réflexion nouvelle sur le recrutement du personnel. Il faudrait que ce personnel soit exclusivement composé de mères. Entre matérialisme et essentialisation, on ne peut que conclure que Michel Audin propose aux sages-femmes une domination douce qui prend en compte et respecte la nature proprement biologique et féminine dans l'activité ordinaire de l'accouchement, soit un réaménagement des rapports sociaux, mais non une subversion de ceux-ci. Cette approche différentialiste, qui est non explicite en fait, elle pose la question du rapport à la nature que va défendre Michel Audin. Selon nous, c'est une nature artefactuelle, avec les mots de Donna Haraway. Pour Donna Haraway, la nature artefactuelle, ça signifie que la nature est à la fois fiction et fait. Si les organismes sont des objets naturels, il est crucial de se rappeler qu'ils ne sont pas nés ainsi. Ils sont faits de pratiques technoscientifiques qui transforment le monde. Et la nature, donc, de Michel Audin, elle est construite d'une part par sa rhétorique scientifique, afin de défendre, finalement, une approche différentialiste des rapports entre les sexes. En somme, les femmes et les hommes sont différents, et l'écoute attentive des femmes intime à l'auteur de défendre la nature féminine et l'instinct maternel. Je le cite à nouveau, « Les services obstétricaux sont sous la dépendance d'hommes, et l'homme ne possède qu'à l'état rudimentaire ce pouvoir de fusion affective, ce pouvoir de connaissance propre à la femme inhérent à son instinct maternel, même en l'absence de maternité réelle. La pirouette intellectuelle est donc de présenter cette nature féminine comme voilée aux femmes elles-mêmes.
la préparation psychoprophylactique et la naissance sans violence sont là pour dévoiler aux femmes cet instinct enfoui sous les couches de la civilisation. Pour conclure cette première critique, on peut dire que ce mouvement professionnel fait jouer le corps sacré, cosmique, contre le corps social, pour promouvoir une approche naturaliste du corps biologique. Ce modèle est donc un modèle nature, d'un point de vue du genre et des questions de rapport entre les sexes, et nature d'un point de vue de la biomédicalisation. Ce modèle rejette les institutions hospitalières mainstream et mobilise les acquis scientifiques de la médecine dans la valorisation d'un modèle biologique de nature. Cette première critique, je la qualifie de type idéal typique nature, nature. Nature dans le genre, nature dans la biomédicalisation. S'ensuit une deuxième critique dans les milieux universitaires. D'abord une critique assez radicale qui nous vient des milieux anglo-saxons. La critique féministe et universitaire de la médicalisation des corps gestants et depuis les années 70 une critique radicale de l'emprise de la médicalisation et des professionnels mainstream sur le processus de la grossesse et de l'accouchement. On l'a vu avec Anne Oakley, sur la transformation de l'expérience de la maternité par la médicalisation et les usages techniques, c'est Barbara Katz-Rothman. Sur l'engendrement comme un espace de pouvoir, c'est Adrienne Rich. Sur les espaces contemporains de décalage aux normes biomédicales, à nouveau Barbara Katz-Rothman. Sur l'exclusion des femmes des sphères du pouvoir médical, c'est les auteurs Ehrenreich et English dans les années 70, ou encore sur le pluralisme des formes de contrôle et de régulation des corps féminins. Cette critique sociologique et anthropologique, elle a pour point de départ les conclusions de Michel Foucault sur la régulation des populations et la discipline des corps, la biomédicalisation, donc, dans notre cas d'espèce. Il nous dit ceci: corps contraint, discipliné, normalisé, torturé, travaillé, c'est toujours du corps pris et donc de sa matérialité brute qu'il s'agit. Un corps impliqué dans des processus concrets qui se déroulent dans le temps. Le grand renfermement des fous au XVIe siècle, le rituel de la torture sous la monarchie, la cesse du corps dans l'Antiquité, la mise en œuvre de nombreux foyers de la société disciplinaire, l'émergence du biopouvoir et de la médicalisation normative du corps, tout cela nous parle bien de pratiques qui ont mis en ordre et informé les corps en les contraignant et en les gouvernant. On retrouve la critique du monopole professionnel des obstétriciens chez Barbara Katz-Rothman ou chez Adrienne Rich, à travers la question donc de l'expérience de la maternité, de sa transformation sous l'effet des techniques médicales et de la redéfinition de l'accouchement au regard du concept de risque. Dans la conclusion de son ouvrage sur la myosynthèse, qui s'appelle « La grossesse provisoire, comment la myosynthèse transforme la maternité », Barbara Katz-Rothman écrit à juste titre « Nouvelles technologiques, problème identique. Ce qui accompagne habituellement ce changement est une élévation des normes de production. Avec l'arrivée des usines mécanisées, les taux de production augmentèrent. Avec l'invention de la machine à laver, nos normes de propreté ont changé. Avec les nouvelles techniques de reproduction, les normes pédiatriques changeront-elles ?» L'ensemble de ces critiques ont donné lieu au travail très documenté de David Floyd et Sargent, qui ont montré dans diverses sociétés que l'accouchement est toujours un point de jonction entre le système de genre, les conditions biomédicales locales et les questions politiques liées à la reproduction. Ce constat, il est partagé par Laurent Stein à propos des nouvelles technologies de la reproduction. Il est partagé par Arlette Gauthier dans son travail sur les régimes de procréation. En parallèle de ces travaux, on a un certain nombre de travaux francophones dès les années 70 qui vont s'étaler sur une trentaine d'années. Les premières critiques, elles vont donner lieu à un ouvrage collectif phare qui date des années 80 au Québec, où va renaître la profession de sage-femme. L'intérêt de cette première démarche, c'est de mettre en lumière, de manière engagée, la pluralité des manières d'accoucher au Québec, malgré une forte pression sociale vers l'accouchement biomédicalisé. Plusieurs sages-femmes, plusieurs femmes sont interrogées sur leur expérience de l'alternatif, ce que les auteurs appellent les forces du changement. Un deuxième texte qui est paru en France, toujours dans la même époque, qui s'appelle « Maternité en mouvement », va allier dans un même ensemble des textes d'obédience psychanalytique, à tendance plutôt différentialiste, et des textes matérialistes et critiques de la médicalisation. Le texte le plus abouti sur la question différentialiste et nature est celui d'un entretien qui a été donné par Julia Kristeva. Elle nous dit ceci: réhabiliter une part énorme à la civilisation que les femmes ont accomplie dans tous les temps dans cette marche de la culture qu'est la maternité. Et pour elle, il faut aussi intégrer cette expérience dans la représentation sociale, dans les faits culturels, ne pas enfermer la maternité, le foyer, le fait d'être une épouse, dans l'innommable, l'aphasie, mais de lier la parole féminine, l'expression culturelle des femmes à cette expérience-là. Du côté matérialiste,
on va retrouver un texte de Louise Vandelac qui nous dit ceci: en soutenant que la pilule a permis de scinder sexualité et reproduction, on prétend implicitement que les deux termes étaient biologiquement soudés et que seule une intervention médico-technique pouvait les délier. Or, cette perspective naturaliste, en occultant la dimension centrale des rapports sociaux de sexe, perpétue le discours masculin sur la sexualité et la reproduction, selon lequel la libération passe non pas par la remise en question de la domination masculine sur la sexualité, mais bien par le traitement technique des défaillances biologiques des femmes, le problème étant supposément celui des femmes et non des rapports entre les hommes et les femmes. De fait, les questions féministes et universitaires qui traversent les années 80, elles vont osciller entre cette maternité aliénation et cette maternité identité. Mais quoi qu'il en soit, les différents courants ont toujours fait de la maternité un élément central des courants féministes dans leur étayage théorique. C'est de ce constat que part un ouvrage collectif, donc un deuxième mouvement de la critique féministe dans les années 2000, qui est co-construit par Christine Corbeil et Francine Descaries, qui essayent de coordonner en fait ces deux pôles. Elles nous disent la maternité comprise et représentée comme un lieu de l'aliénation des femmes, ou au contraire comme lieu privilégié de l'expression de leur identité. C'est une polarité qui est piège. Elle est étrangère à la diversité des expériences historiques et quotidiennes des femmes. Et elle est réductrice également de la maternité. Car en dépit de tout, je cite, un espace de réalisation de soi et de création de liens sociaux, la maternité, sans pour autant constituer l'essentiel de l'identité sociale et de l'expérience de vie des femmes. Bon, pour conclure cette deuxième critique, émanant plutôt des milieux féministes et universitaires, le corps sacré est absent. La critique s'appuie sur le corps social genré au niveau des rapports entre les sexes, dont l'objet est la transformation des rapports sociaux de sexe. Cette transformation, elle est pensée comme ayant une implication forte sur les relations entre le corps biologique et l'institution hospitalière. Ce modèle typique, je vais le qualifier d'égalité-égalité, un corps social pris dans une institution sociale. La dernière critique, c'est celle qui va émaner de la société civile. Au seuil des années 80, et à la suite du monde anglo-saxon, les militantes féministes françaises vont travailler activement à une conscientisation de la place des femmes dans la société et à une résistance organisée. La traduction française de « Our Bodies, Ourselves » s'est faite dans cet esprit et n'est donc pas qu'une simple traduction. Le projet a été porté par les mouvements féministes français, et notamment ceux du MLAC, le mouvement pour la liberté, de l'avortement et de la contraception. Ce travail collectif, c'est une somme révolutionnaire qui traite à la fois les questions de viol, de self-défense, d'anatomie, de processus reproductifs, et qui, dès les années 70, parle d'homosexualité féminine, de non-désir d'enfant, en s'appuyant sur le témoignage des femmes. La question de la grossesse et de l'accouchement fait l'objet d'une 50aine de pages et appelle à un accouchement à domicile sécurisé et légitime. Elles nous disent ceci: nous finissons par intérioriser une image médicale de la femme enceinte dans laquelle nous ne nous reconnaissons pas. À l'intérieur, nous devons travailler à humaniser les lieux où nous accouchons. À l'extérieur, nous devons nous battre pour l'augmentation du nombre de sages-femmes et de dispensaires par quartier afin de décentraliser les services et de nous sentir moins dépersonnalisés. Le projet porté par ces militantes, il poursuit un objectif en matière d'accouchement, une meilleure connaissance par les femmes des processus reproductifs pour être en mesure de sortir d'une relation de passivité avec le pouvoir médical. Dans la même période, fin des années 70, début des années 80, deux ouvrages vont avoir un écho important dans la société française. Les battleurs du Mal-Joli et Accouche et tais-toi. Les deux ouvrages sont écrits par des mères de famille et journalistes qui étaient scandalisés par la prise en charge médicale de l'accouchement et qui livrent, dans le premier cas, Les battleurs du Mal-Joli, une critique cinglante de l'accouchement sans douleur, qui est qualifiée de naturaliste et biblique. On rejoue la question du corps cosmique. Et dans le second cas, Accouche et tais-toi, de témoignages édifiants de femmes qui ont vécu des accouchements traumatiques par manque de considération des soignants. Ça, on le connaît, on a des ouvrages qui sont sortis il y a quelques années de ça, dans le contexte des violences obstétricales. Ce qu'elle demande, c'est une pluralité dans l'offre de soins, et cette question, elle prend de nos jours la forme, dans notre société libérale, de libre choix et de projet de naissance, en particulier à partir de 2002 et de la loi Kouchner. C'est en effet à partir d'un constat finalement réglementaire que la critique de la société civile va se transformer et va évoluer. La loi du 4 mars 2002, dite loi Kouchner, elle poursuit un triple objectif: le respect de la personne humaine, la participation des usagers au fonctionnement des institutions, mais aussi un rééquilibrage entre les relations praticiens et usagers du système de santé. L'application de cette loi sur le terrain hospitalier, elle semble difficile.
à évaluer, d'autant plus que d'une spécialité médicale à l'autre, les enjeux qui recouvrent la relation entre praticiens et usagers sont différentes. L'obstétrique, en tant que discipline médicale, a ceci de particulier de porter son attention, son intérêt sur des femmes enceintes qui ne présentent donc pas de pathologie a priori, et sur un acteur particulier, le fœtus, qui n'a pas de statut juridique, on l'a vu, tant qu'il n'est pas né. Le rapport de force entre praticiens et femmes enceintes est orienté selon les demandes spécifiques exprimées par les femmes et les réponses que peuvent apporter ou non les praticiens dans leur cadre biomédical mainstream. Ce rapport de force, il va articuler donc 3 types d'acteurs, les usagers, les professionnels et l'État. Ce modèle, il s'inscrit dans une approche de négociation, les rapports sociaux comme expérience et revendication. Le corps sacré est rejeté, il est pensé comme enfermant, il rejette les femmes en dehors de la sphère publique et les renvoie vers le modèle domestique, ce corps sacré. Elles appuient donc ces critiques sur le corps biologique qui va devenir central, qui fait l'objet de recomposition, de redéfinition en continu avec les acteurs professionnels. C'est ce que tu disais, Marie, au tout début de cette matinée, la question de l'autonomie qui se rejoue. Moi, je pense qu'elle se rejoue d'un point de vue de la critique sociale. La dynamique des rapports sociaux de sexe, elle n'est pas centrale en tant que telle dans cette critique. C'est parfois un impensé qui va de soi. Le modèle idéal typique, il est aussi égalité-égalité à partir du corps biologique et de ses redéfinitions. Alors, pour illustrer ces différentes critiques et montrer toute leur actualité, on va voir comment elles s'inscrivent au sein du mouvement associatif récent. Donc, j'ai fait le constat qu'il existait 2 grandes modalités critiques de la biomédicalisation de l'accouchement, une approche naturaliste, et une approche égalité, pour l'égalité des droits. À partir du corps ternaire, on peut préciser aussi que l'approche naturaliste, elle s'appuie sur le corps sacré pour rejeter le corps social de l'institution et ancrer le phénomène de l'accouchement au corps biologique. L'approche pour l'égalité des droits, rejette le corps biologique en tant qu'argument à opposer au corps social, l'institution médicale. Les militants de cette critique sont centrés sur la négociation avec les partenaires médicaux comme moyen de régulation des conflits potentiels. L'espace associatif dans lequel j'ai pu aller s'inscrit dans la dynamique du système de genre et dans la critique des normes médicales comme un espace de conflit entre 2 modèles critiques internes. Je reprends les hypothèses de Luc Boltanski sur cette question de la critique. Nous vivons dans une société critique. Les acteurs ont des capacités critiques diverses. La critique est une modalité ordinaire des relations, même si les chances de transformer le monde par la critique sont très différentes en fonction de qui critique au niveau de sa position sociale. Je le précise parce que dans l'association, il n'y avait que des classes moyennes sup et des classes supérieures. Alors cette association, elle naît au tout début des années 94, à une époque d'hégémonie finalement du modèle nature. Ce sont des groupes de parole jusqu'à l'acquisition d'un local sur la ville même de Lyon au début des années 2000. La militance des femmes, elle tourne autour des conditions d'accouchement. Les rencontres sont orientées sur le vécu. Dans leur immense majorité, les acteurs qui participent à ces rencontres ont accouché à domicile. Les femmes ont allaité très longtemps, rejettent la médicalisation des accouchements. On retrouve ici les principaux éléments de la posture nature. Pour autant, au moment de la constitution en association, une des femmes fondatrices nous dit ceci: on était 3 à dire que l'enjeu, c'était plus l'accouchement à domicile, mais les maisons de naissance. Une fois qu'on avait dit ça, il était clair qu'on allait drainer vers nous des femmes qui ne se retrouveraient pas dans l'accouchement à domicile, mais qui ne souhaitaient pas non plus accoucher à l'hôpital. Les 3 autres, ce sont des amies. Elles ont accepté un peu en reculant, mais le projet de maison de naissance permettait aussi d'élargir à d'autres pratiques alternatives. C'est pour ça qu'on s'est lancé. C'est donc sans grande difficulté que le conseil d'administration, nouvellement créé, se donne pour objectif, un objectif très flou. Nous allons accompagner les femmes dans la parentalité. Le statu quo naturaliste va durer jusqu'en 2005, où on va assister à une première dispute publique. L'année 2005, elle marque un tournant pour l'association. Les militants disposent désormais d'un local, d'une salariée à temps partiel, de subventions de la caisse d'allocation familiale, de différents intervenants extérieurs qui animent des ateliers alternatifs. Dans les faits, la création de ce local et sa publicisation va attirer beaucoup de femmes et répondre donc à peu près 1500 personnes par an qui circulent dans cette association et répondre à une demande de prise en charge alternative générale et non plus spécifique à l'accouchement à domicile. Les profils d'adhérentes et de militantes changent également. L'une d'elles va proposer sa candidature à la présidence de l'association. Elle me dira, une de ses amies me dira plus tard: la première fois où je suis venue, j'avais une poussette. Je n'allaitais plus, alors que Lilou avait 4 ans, donc sa fille. Bref, pour les puristes, c'était n'importe quoi.
Je n'étais pas la seule à vivre ça, et il fallait que ça change. L'asso, elle accueillait tout le monde, non? C'est Géraldine, donc la présidente de l'association, qui a permis de tout changer. Et ça a été super dur. Elle a le même profil que moi, et quand elle a voulu être présidente de l'asso, au moment du conseil d'administration en 2005, ça a fusé, du genre « Mais t'as même pas allaité? T'y connais rien à l'accouchement physio ?» Et elle a été élue à très peu de choses. Dès lors, l'ensemble des recrutements des intervenants extérieurs va passer par la vérification de compétences, mais surtout un engagement moral en faveur de l'égalité. La présidence maintient une activité de type nature, qui s'appelle les tentes rouges. On pourra en parler dans les questions. L'animation est assurée pendant la période de terrain par une femme radicale dans son positionnement nature, et elle sera remerciée très rapidement, au bout de quelques mois. Malgré ce type de dispute très ponctuelle, et qui reste à la discrétion du conseil d'administration, l'association grandit, elle élargit son offre d'activité, de cohérence, elle développe les aspects éducatifs de la prénaissance, qui étaient jusqu'à présent absents des orientations initiales. Le conflit pour l'hégémonie culturelle au sein de l'association s'est soldé par un compromis centré sur la résistance à l'offre de soins standard, en général, qui va tenir lieu de bien commun entre les tenants de l'approche nature et les tenants de l'approche égalité. Reste qu'au niveau national, la militance pour l'accouchement à domicile se marginalise et montre l'idée que les maisons de naissance sont une bonne alternative à l'accouchement hospitalier. C'est le statu quo dont nous parle Luc Boltanski dans la résolution des épreuves de réalité. Pour les partisans de l'égalité, la pluralité des lieux de naissance, une information éclairée, la valorisation de la profession de sage-femme doit être garantie pour toutes. La mouvance différentialiste, nature, se retrouve intégrée, minoritaire, à une plateforme politique plus large, mais surtout rendue plus audible pour les professionnels et les institutions qui sont désormais centrées sur une approche légaliste, celle de la loi Kouchner. Je fais ici aussi l'hypothèse que ce mouvement de bascule, il n'est pas uniquement local dans cette association, mais beaucoup plus large au niveau national, et que le décret d'expérimentation des maisons de naissance, qui est apparu en 2015, il est le produit finalement de ces rapports critiques au sein des espaces associatifs. Alors pour terminer et conclure, deux modèles critiques coexistent, un modèle nature et un modèle égalité. Le modèle nature s'appuie sur une vision naturaliste des rapports de sexe, et c'est à partir de cette dynamique des rapports de genre que se structure la critique de la biomédicalisation. Le modèle naturaliste n'est pas homogène. La représentation du corps par les acteurs, et plus spécifiquement la place du corps sacré cosmique, a une influence majeure sur la capacité critique des acteurs. Le modèle nature arrive à monter en généralité critique dès lors qu'il s'ancre sur ce corps sacré cosmique. Le modèle égalité, lui, il semble avoir intégré une vision, on dira plus matérialiste et constructiviste du féminisme. De cette sorte, les femmes portent sur le devant de la scène sociale de l'accouchement une critique non pas tant de la biomédicalisation dans son ensemble, mais plutôt de la possibilité pour chacune de choisir la manière de donner naissance à son enfant. C'est la constitution d'un nouvel espace politique intégrant le modèle nature dans le modèle égalité qui a permis, à mon avis, la création des maisons de naissance. De fait, le prix à payer fut l'institutionnalisation de la critique sociale qui aboutit désormais à un renouveau critique qui passe désormais par le concept de violence obstétricale. Les militantes ont désormais acté que le monde médical est en opposition à toute remise en cause structurelle des pratiques professionnelles. L'usage du terme même de violence obstétricale marque la rupture dans le modèle français des liens entre médecine et féminisme datant de la lutte pour l'avortement et la contraception. En substance, deux tentatives critiques qui ont échoué. Le soutien à l'accouchement à domicile, échec. La voie légaliste qui vise à la négociation des parcours via le corps biologique et la médecine, c'est les maisons de naissance. C'est en passe d'être un échec, à mon avis, on pourra en parler. Et il ne nous reste maintenant plus que la voie de la lutte féministe qui s'ouvre, avec la reconnaissance des violences obstétricales que nous vivons depuis 2 ans. Et je vous remercie pour votre attention.